Bienvenue à tous sur French Listen. Je suis Sandra Villarreal, ravie de vous retrouver et aujourd'hui, à mes côtés, comme toujours, Bernard Hargrove, notre conteur d'histoires urbaines. Avec un faible, je le dis tout de suite, pour l'architecture hospitalière. C'est bien ça, Bernard ? Oui, tu me connais trop bien, Sandra. Je promets de ne pas m'attarder, enfin, pas dès le départ, sur les couloirs carrelés des années 60. Mais aujourd'hui, c'est un autre parcours qu'on va explorer. Celui des infirmiers étrangers qui cherchent à décrocher la certification pour exercer en France. Un vrai labyrinthe, non ? Exactement. Et c'est une question essentielle. Sans ces professionnels venus d'ailleurs, le système de santé français, déjà sous tension, tournerait probablement au ralenti. Allez, on plonge ? On va commencer par poser le décor. Parce que la France manque cruellement d'infirmiers. Il y a... les derniers chiffres, c'était plus de 60 000 postes vacants dans la fonction publique hospitalière. Oui, ça grimpe chaque année, tu sais. Pour répondre à cette pénurie, de plus en plus d'établissements recrutent à l'international. J'ai ce souvenir, moi, d'une garde aux urgences à Toulouse il y a quelques années. On était 5 nationalités différentes à croiser dans les couloirs. C'était presque, un petit sommet de la coopération. Oui, et dans la précédente émission, tu te souviens, on parlait justement des formations en français pro financées par le CPF. C'est un peu la première brique finalement de ces recrutements internationaux. Et ça nous amène direct, enfin presque, à la maîtrise du français médical. Parce que, soigner un patient, c'est pas juste donner des médicaments. Il faut comprendre, rassurer et remplir des dossiers. La moindre erreur de traduction peut avoir, des conséquences lourdes. Clairement, les candidats doivent prouver leur niveau. C'est DELF, DALF, et il y a aussi ce test spécifique exigé par l'ordre des infirmiers. J'ai d'ailleurs fait la cobaye une fois. Tu sais cette expérience où j'avais dû jouer le faux patient en situation d'examen oral ? C'était plutôt drôle, mais super stressant pour ceux qui passaient. On leur posait des questions banales du style « Vous avez mal où ?» Mais le stress faisait oublier le mot ventre parfois. Rien que ça. Puis tu rajoutes l'accent du Sud ou le vocabulaire technique, faut vraiment s'accrocher. Après la langue, il y a la question des diplômes. Là, c'est pas la même limonade selon qu'on vient d'un pays de l'Union européenne ou d'ailleurs. Hors UE, c'est tout un parcours du combattant. Faut constituer un dossier complet pour l'ARS, l'Agence régionale de santé. Alors, traduction certifiée, attestation, relevé de notes. Et des délais parfois à rallonge. J'ai recueilli un témoignage d'une infirmière tunisienne. Elle a attendu presque 1 an pour une simple réponse. En revanche, pour une collègue brésilienne, ça avait pris 6 mois, ce qui en France, c'est presque rapide. Et sans parler des équivalences parfois compliquées à obtenir, même pour ceux qui ont des années d'expérience à l'étranger. Ouais, chaque dossier est une aventure différente, c'est clair. Ensuite, il y a ce passage obligé, l'Ordre national des infirmiers. Leur site, je t'avoue, la première fois j'ai cru que j'avais atterri sur un escape game en ligne. Mais en vrai, ils jouent un rôle clé. Contrôle des compétences, inscription au tableau, et puis, on oublie souvent, le code de déontologie, ce petit livret qui régit nos pratiques. C'est vrai, on ne devient pas infirmier en France juste avec un diplôme. Il y a toute une culture professionnelle à assimiler. J'ai rencontré pas mal de candidats perdus dans la paperasse, mais qui finissent par s'entraider sur des forums ou via les associations. Ah oui, on voit souvent les mêmes galères partagées sur les forums. Et mine de rien, ce soutien, il est vital. Il y a aussi la phase formation complémentaire, obligatoire pour pas mal de profils. Module sur le droit français, protocole à la française, et ce fameux stage d'intégration, qui est souvent le choc culturel et technique. J'avais interviewé un infirmier capverdien, tu te souviens ? Il disait qu'il avait eu l'impression de recommencer sa toute première année d'études. Les gestes, la paperasse, même la manière de parler avec le patient. J'imagine. Et puis, c'est là que tout se joue, l'adaptation. On ne le répétera jamais assez. T'as beau connaître la théorie, sur le terrain, tout peut basculer. Oui, la réalité ne ressemble pas toujours au manuel, même pour les plus expérimentés. Et après tout ça, il y a la vie réelle. Les collègues, le service, les accents. Tu sais, le français médical, c'est une chose, mais l'argot des couloirs, ça, c'en est une autre. Et puis, on parle pas assez des petites tensions parfois, le regard ou la blague maladroite. Certains finissent par former de vrais réseaux de soutien entre expatriés, histoire de tenir le coup. Oui, la résilience, c'est la clé. Beaucoup partagent leur vécu, leurs difficultés, et créent finalement une petite famille loin de chez eux. On voit émerger des groupes informels, WhatsApp, soirées entre collègues. Ça aide à tenir le moral. Mais c'est vrai, il y a encore des stéréotypes tenaces qui résistent.
On avance, mais lentement. Changer les mentalités, c'est un peu comme rénover un vieux bâtiment. Ça demande du temps, et parfois, on découvre de nouveaux problèmes en cours de route. Mais il y a aussi un impact super positif, hein. Des équipes multiculturelles, ça peut rassurer un patient qui a du mal avec le français. J'ai vu des cas où un infirmier brésilien ou espagnol devenait le relais pour une famille entière. Je me rappelle d'ailleurs. C'était une famille hispanophone, un soir d'orage à l'hôpital. L'infirmière, elle, venait de Séville. Elle a tout débloqué, juste par sa façon de parler et rassurer la maman. Mais bon, au moindre malentendu ou dans une situation d'urgence, le stress, il peut vite monter d'un cran. C'est là que la formation continue, encore et encore, joue tout son rôle. Pour la sécurité des patients, c'est non négociable. Là-dessus, il faudrait parler des évolutions récentes. Tu as vu, Sandra, il y a de nouvelles pistes pour faciliter la reconnaissance des qualifications étrangères. Certains dispositifs pilotes, ou les débats à l'Assemblée sur les quotas d'embauche, les parcours de mentorat linguistique. Oui, et on le voit dans les chiffres, de plus en plus d'étudiants choisissent la France justement pour cette pluralité, cette diversité à l'hôpital. Les choses bougent, doucement, mais dans le bon sens, il me semble. Et puis, être pionnier dans une équipe, c'est pas simple, mais ça attire aussi des talents qui rêvent de se créer un nouvel avenir ici. Pour finir, petit tour d'horizon des ressources utiles. Le site de l'Ordre des infirmiers, les associations comme Réseau Santé Immigration et les forums très actifs sur l'accompagnement des soignants étrangers. Et puis, un conseil, ne restez jamais seul. Il y a toujours un collègue ou un groupe prêt à partager ses astuces ou juste à écouter. Et avant de conclure, je profite d'une dernière digression, Sandra, tu me permets ? J'ai un faible, tu le sais, pour le motif en H inversé des hôpitaux des années 60. Franchement, c'est pas très pratique, mais moi, ça me fascine toujours. Bon, plus sérieusement, un immense merci à tous ceux qui nous ont écrit, partagent leur vécu ou posent des questions. Continuez, c'est grâce à vos témoignages qu'on avance. Merci infiniment à nos auditeurs, à nos invités, à toutes celles et ceux qui rendent ce podcast vivant. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bernard, toujours un plaisir de te retrouver. Le plaisir est pour moi, Sandra. Et à la prochaine, chers amis. Portez-vous bien et n'hésitez pas à nous écrire. Salut, Sandra. Salut Bernard, salut tout le monde. À bientôt sur French Listen. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui obsède un peu tout le monde. Comment on peut apprendre plus vite ? Et surtout, plus efficacement. Oui, et on va se concentrer sur l'apprentissage d'une langue, le français en l'occurrence. Exactement, parce que les sources qu'on a sous la main sont vraiment riches sur ce sujet. Et la pile est, assez éclectique. Ah ça oui, on a des articles très pratiques, comme celui d'Oxford, sur les techniques de mémorisation, des plans de cours, des discussions assez passionnées sur des forums comme Reddit. Et même un article de recherche scientifique assez pointu, celui-là. Oui, sur un algorithme d'apprentissage assisté par intelligence artificielle. Du coup, notre mission, c'est de transformer tout ce puzzle en une image claire. Construire une sorte de feuille de route, quoi. Voilà, essayer de démêler un peu les mythes, des vraies méthodes, celles qui ont fait leurs preuves. Et au fond, il y a toujours cette promesse qu'on voit partout. Peut-on vraiment maîtriser une langue en 3 mois ? C'est ça, la fameuse question. C'est la question 1 million. Et elle met le doigt sur une tension fondamentale. Notre impatience, notre désir de résultats immédiats et la réalité biologique de notre cerveau, qui lui a son propre rythme. Ce qui est passionnant ici, c'est de voir que les hacks les plus modernes, les astuces qu'on trouve sur les forums, au fond, ce ne sont que des réinventions de principes scientifiques très anciens. Certains datent de plus d'un siècle, c'est ça. Exactement. Donc notre analyse aujourd'hui, ça va être de relier les points, de connecter ces techniques très concrètes à la science qui les explique. D'Oxford commence par une idée que je trouve très, très encourageante. Laquelle ? Il dit que la mémoire n'est pas un don du ciel, c'est une compétence qui se travaille. Ça remet un peu tout le monde sur un pied d'égalité, je trouve. Oui, c'est un point de départ essentiel. Et pour expliquer ça, l'article ressort cette fameuse courbe de l'oubli d'Hermann Ebbinghaus. Quand on y pense, c'est fou qu'un philosophe du 19e siècle ait pu modéliser un truc qu'on vit tous les jours. On apprend quelque chose, et si on n'y revient pas, hop, ça s'efface. C'est un mécanisme de survie, en fait. Le cerveau, c'est une machine à optimiser. Il ne peut pas tout garder. Il fait le tri,
Il fait le tri en permanence. Il oublie ce qu'il juge inutile pour faire de la place. L'oubli, ce n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. La répétition, dans ce contexte, c'est juste un signal qu'on lui envoie. Pour lui dire « attention, ça c'est important ». Voilà, cette info-là, garde-la. C'est tout le principe de la répétition espacée. Revoir une info juste au moment où on est sur le point de l'oublier. D'accord. Et c'est là qu'intervient la source la plus technique qu'on a, cet article sur l'algorithme Lector. Si je comprends bien, c'est un peu la version 2.0 de cette idée. On peut dire ça ? Mais attendez, des applications comme Anki ou SuperMemo, ça existe depuis des années, non? Et ça utilise déjà la répétition espacée. Qu'est-ce que ce lecteur apporte de si nouveau? C'est une excellente question. La différence est subtile, mais elle est cruciale. Anki et les autres se basent surtout sur le temps. Ils calculent le moment optimal pour te remontrer un mot. Ok. Lector fait ça aussi, mais il ajoute une deuxième dimension, l'analyse sémantique. Grâce à des grands modèles de langage, des LLM, il analyse le contenu de ce que l'on apprend. C'est-à-dire... Il ne se demande pas juste quand on risque d'oublier le mot chaise, mais aussi avec quoi on risque de le confondre. Par exemple avec chair, qui se prononce pareil, ou avec fauteuil, qui a un sens très proche. C'est ça l'interférence sémantique. Ah, je vois. L'algorithme anticipe les pièges, en fait. Il sait que si j'apprends des faux amis entre l'anglais et le français, par exemple, il y a un risque de confusion, et il va me tester plus spécifiquement là-dessus. Précisément, il cartographie les relations entre les mots pour éviter la confusion avant qu'elle s'installe. Et l'étude donne un chiffre pour mesurer ça. Ah oui? Lector atteint un taux de réussite de 90,2%. Le meilleur algorithme concurrent, lui, est à 88,4%. Bon, une amélioration de presque 2%. Ça peut paraître peu, mais j'imagine que pour préparer un examen très compétitif, où chaque point compte, ça peut faire toute la différence. Exactement. Mais mémoriser des listes de mots, même parfaitement, ça ne suffit pas. Ce qui m'amène à la question du comment. Comment on fait pour que ces mots ne soient pas juste des données dans une base, mais des concepts vivants, connectés dans notre tête? J'ai vu que les sources parlaient de techniques assez imagées. Oui, là on passe de l'optimisation mathématique à la psychologie cognitive. Mémoriser, ce n'est pas stocker, c'est construire. Et la plus spectaculaire de ces techniques, c'est le palais mental. L'article d'Oxford en parle, et ça fait toujours un peu penser à Sherlock Holmes, je trouve. Oui, un peu. L'exemple qu'il donne est assez drôle. Pour retenir que Colombo est la capitale du Sri Lanka, il faut s'imaginer dans sa cuisine en train de parler du pays pendant que sa mère prépare un Colombo de poulet. L'image est tellement absurde qu'on s'en souvient. Mais honnêtement, est-ce que notre cerveau est vraiment si simple à pirater? Ce n'est pas tant un piratage qu'une utilisation intelligente de ses points forts. Cette technique est redoutablement efficace parce qu'elle s'appuie sur une de nos mémoires les plus robustes, la mémoire spatiale, celle qui nous permet de nous orienter. Exactement, gérée par l'hippocampe, en associant une info abstraite, un nom de capitale, à un lieu concret et familier, sa propre maison, et en y ajoutant des éléments sensoriels, émotionnels, même un peu fous. On crée un souvenir multidimensionnel, bien plus solide qu'un mot sur une page. C'est fascinant, mais est-ce que c'est vraiment pratique au quotidien? Pour liste de courses, je vois bien, mais pour mémoriser, disons, les 2000 mots nécessaires pour une conversation, ça me paraît être un travail de titan. On ne risque pas de passer plus de temps à construire le palais qu'à apprendre la langue. C'est une très bonne objection. Le palais mental, c'est un outil surpuissant, mais pour des ensembles d'infos, disons, structurés et finis. Une liste, les points d'un discours. Pour le vocabulaire d'une langue, qui est un système ouvert, d'autres techniques actives sont plus adaptées. Comme les cartes mentales, le mind mapping. Par exemple. Mais l'outil qui revient vraiment partout, c'est la bonne vieille flashcard, la fiche de révision. Oui, l'article d'Oxford parle même de flashcards 2.0, avec des applications comme Scribzy, qui numérisent les fiches écrites à la main. Et là encore, on touche à un principe fondamental. L'efficacité des flashcards ne vient pas du bout de papier. Elle vient de l'action qu'elle nous force à faire. C'est-à-dire? C'est ce que l'étude sur Lector appelle l'effet de test. Le simple fait de forcer son cerveau à essayer de retrouver une information, plutôt que de la relire passivement, renforce la trace mémorielle de manière spectaculaire. Ah oui. C'est une expérience personnelle. Je pouvais relire un chapitre 10 fois en pensant le connaître par cœur. Le jour où j'ai essayé de l'expliquer à voix haute sans les notes, je me suis rendu compte des trous béants dans ma connaissance. C'est cet effort de récupération qui grave l'information. Chaque flashcard, c'est un mini-test. D'accord. Donc le secret, ce n'est pas de voir l'info, mais de se forcer à la chercher. On a donc les principes scientifiques, les outils actifs,
Mais il y a un troisième pilier qui ressort très fort des sources, surtout des forums. L'environnement. L'immersion. Oui, un exemple sur Reddit m'a marqué. Un utilisateur conseille à quelqu'un dont le partenaire est français de ne plus parler qu'en français à la maison, pendant 3 mois. C'est radical, hein? C'est intense. Je me demande si ce n'est pas aussi la recette parfaite pour une crise de couple. C'est un risque, c'est certain. L'efficacité brute se heurte parfois à la psychologie humaine. Mais c'est pour ça que l'article du blog Cap sur le FLE propose une approche plus accessible, ce que j'appellerais l'immersion artificielle. L'idée, c'est de multiplier les points de contact, c'est ça? Changer la langue de son téléphone, coller des post-it sur les meubles? Écouter une radio française en fond sonore en cuisinant, oui. Même si on ne comprend pas tout. J'ai toujours été un peu sceptique sur cette écoute passive. Ça ne va pas enseigner la grammaire, c'est sûr, mais cette exposition constante fait quelque chose de très important. Elle habitue l'oreille à la musique de la langue. Le rythme, l'intonation. Le cerveau commence à les reconnaître, même inconsciemment. C'est un travail de fond qui facilite l'apprentissage actif plus tard. D'accord, donc on a les principes, les outils, l'environnement. Alors, revenons à notre question de départ. Est-ce que tout ça, mis ensemble, ça permet de tenir ce pari fou d'atteindre un bon niveau en 3 mois? L'article de Français Authentique est très clair là-dessus. Oui, il dit que devenir bilingue comme un natif, c'est littéralement impossible. Impossible, mais il confirme qu'on peut améliorer son niveau de façon spectaculaire. Ça rejoint la question d'un utilisateur de Reddit qui se demande s'il est réaliste de viser le niveau B2 en 3 mois. Et le consensus, c'est... Oui, mais ça demande un engagement absolu. Exactement. L'erreur est de confondre vitesse et magie. Apprendre vite ne veut pas dire apprendre sans effort. Si on synthétise les sources, on peut dessiner un plan d'action pour un sprint de 3 mois. Le premier point, c'est... Avoir un objectif clair et réaliste. ne pas viser être bilingue, mais plutôt... Être capable d'avoir une conversation fluide sur des sujets qui nous intéressent. C'est plus mesurable. et plus motivant. Deuxième point, La régularité. Mieux vaut 30 minutes tous les jours que 4 heures le dimanche. il faut utiliser les temps morts, les trajets, la file d'attente. Et troisièmement, être actif. Ne pas se contenter de consommer, il faut produire. Parler tout seul, tenir un journal, chanter. Peu importe, mais il faut forcer son cerveau à construire des phrases. Le 4e point est crucial pour ne pas abandonner. Choisir des contenus adaptés. La règle d'or, c'est de trouver des ressources, des podcasts, des vidéos, dont on comprend au moins 70%. En dessous, c'est trop dur, on se décourage. Au-dessus, on n'apprend plus assez. C'est une question de dosage. Et enfin, le 5e point, c'est de voir ces 3 mois pour ce qu'ils sont. Un sprint, pas un marathon. C'est une période d'intensité exceptionnelle, mais ce n'est pas un rythme tenable à long terme. Après, il faut passer à une routine plus légère, mais durable. Donc si on résume, la grande leçon qui se dégage de tout ça, c'est que notre cerveau n'apprend pas en recevant passivement de l'info, mais en étant forcé de la retrouver et de l'utiliser. Oui. Chaque technique, que ce soit une flashcard ou un palais mental, n'est finalement qu'une astuce pour organiser ce combat volontaire contre l'oubli. C'est une synthèse parfaite. La cohérence entre une simple fiche Bristol et un algorithme d'IA comme Lector est frappante. Les outils changent, mais le principe reste. L'apprentissage est un acte, il demande un engagement, une répétition stratégique et, surtout, la capacité de rendre le savoir pertinent pour soi. Pour finir, en relisant l'article sur Lector, je suis tombé sur un détail. Une petite note de bas de page qui m'a laissé sans voix. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? Il est écrit que le contributeur principal à la rédaction de l'article n'est pas un des chercheurs humains. C'est un système d'IA. Il s'appelle IntelliKernel AI. Attendez, sérieusement, hein? Je répète. Un article de recherche pointu sur la manière dont l'IA peut optimiser l'apprentissage humain a été en grande partie rédigé par une IA. C'est vertigineux. Ça ouvre sur une question immense. On est d'accord. On utilise ces outils pour mieux apprendre. Mais maintenant, ce sont eux qui formulent le savoir sur l'apprentissage. Ça nous force à réfléchir, à mesure que ces IA deviennent nos partenaires, nos tuteurs. Voire nos co-auteurs. Comment la définition même de la connaissance va évoluer. L'important, est-ce que ce sera toujours de savoir, de stocker l'info dans notre cerveau, ou bien de maîtriser l'art de poser les bonnes questions à ces partenaires artificiels pour qu'ils nous aident à construire le savoir dont on a besoin au moment où on en a besoin?